La famille Rosa Bonheur à l'abbaye de Port-Royal des Champs. Voilà, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Bon courage, hein. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste. L'émission Araka qui va consacrer son temps de parole aujourd'hui à la famille Rosa Bonheur qui s'expose à l'abbaye de Port-Royal, enfin dans le musée de l'abbaye de Port-Royal, le musée des Beaux-Arts, voilà. La famille Bonheur, c'est-à-dire Rosa, c'est-à-dire Auguste Bonheur, et c'est-à-dire... C'est-à-dire il y a son frère, donc c'est Auguste Bonheur, il y a, elle avait une sœur Juliette Bonheur, il y a son demi-frère Germain Bonheur, qui est bien plus jeune qu'elle, et il y avait, c'est tout je crois, hein. Il y avait Juliette, je ne sais plus s'il y avait des tableaux de Juliette Bonheur. Je pense pas. Et il y a Isidore, les sculptures d'Isidore, qui est son jeune frère aussi. Son jeune frère, voilà, c'est ça. Alors bon, pourquoi à l'abbaye de Port-Royal ? On pense, nous, tout bêtement, que, si vous voulez, Auguste Bonheur, le sculpteur, s'installe à Magny-les-Hameaux dans l'ancien atelier de Bracassa et Rosa Abi. Oui, ça, hein. Juliette fréquente aussi Magny, où elle peint plusieurs tableaux. Voilà, Juliette, donc, peint plusieurs tableaux à Magny. Voilà, alors... C'est la maison des bonheurs à Bagny, comme on disait, hein. Corot y habitait, puis Bracassa, un sculpteur aussi, je pense. Bracassa, qui était un grand peintre animalier, il y a une partie de l'exposition qui, en fait, c'était lui qui tenait le haut du pavé avant que Rosa Bonheur ne se mette à devenir peintre animalière, quoi. Voilà, c'était vraiment lui la référence. Et Raymond, qui a hérité des goûts artistiques de sa famille paternelle, voilà, il est... Alors Raymond, pour préciser, c'est le fils de Jules, c'est le fils d'Auguste et je crois que c'est le fils d'Auguste et c'est le petit neveu, donc c'est de Rosa Bonheur. Alors on fréquentait cette maison, hein, des gens comme Debussy, Ernest Chausson, Eugène Carrière, André Gide, Francis James, Charles Guérin, puis plein d'autres parmi ses autres familiers. En pénétrant pour la première fois dans le vestibule de la petite et si évocatrice maison décorée de fresques un peu passées, toujours d'Eugène Carrière, poète... Le poète Samin, c'est parce que fréquentait aussi, c'est un lieu qui a vraiment vécu au niveau de Raymond de Raymond Bonheur. En fait, effectivement, il y a eu il y a une effervescence en fait de vie artistique sur Magny-les-Hameaux. Donc Eugène Carrière a peint des fresques dans la maison. Le poète Samin venait régulièrement. Et Rosa aussi. Et Rosa venait. Alors elle venait, oui, elle y est venue. Et puis elle est venue quand son frère, je crois, a été décoré de la Légion d'honneur. Donc elle venait à certaines fêtes de famille. Par contre, Isidore et Juliette venaient beaucoup plus régulièrement. Je crois que Juliette ou Isidore gardaient la maison quand Auguste partait. Enfin, ils se relayaient plus. Rosa, elle, effectivement, est partie habiter à Bic, qui est quand même un petit peu éloignée, quoi. Voilà, c'est ça. Alors bon, Raymond donc perd son père Auguste après la rupture d'un vaisseau sanguin, et à partir de ce moment-là, l'équilibre familial et les ordres d'insouciance de vie dans cette maison n'existent plus, quoi, sont détruits. Ouais, Auguste Bonheur est décédé d'une rupture de vaisseau sanguin dans le train. Donc, effectivement, Raymond, qui avait, 27, 28 ans, s'est retrouvé chef de famille, et je crois qu'il a été, il a perdu, en fait, toute cette euphorie, toute cette vie artistique qui était là. Et donc, il a un peu laissé tomber ses études musicales, et il s'est retiré du monde, quoi. Et d'ailleurs, il n'a pas eu d'enfant, il s'est pas marié. Voilà. Alors donc, si vous voulez, je pense que c'est à partir de là, mais enfin bon, on recevra le conservateur du lieu Voilà, le conservateur s'appelle Philippe Luez. Donc il est venu nous voir pendant comme on rentre avec nos cartes de presse. En fait, les jeunes femmes de l'accueil ont dû lui dire qu'il y avait des gens qui allaient parler de son exposition. Donc il est gentiment venu nous voir quand on a terminé l'exposition. Et là, la discussion a été très sympa. Et il a demandé s'il voulait qu'on vienne dans l'émission. On lui a dit qu'avec plaisir, on le recevrait. Donc il va venir au mois de mai. Ouais, ça nous a fait quand même un choc, qu'un conservateur nous demande de venir dans cette émission. Vous voyez, c'est pas France Culture. Oui, il est allé il y a une semaine ou deux d'ailleurs, il a été reçu, il a fait une émission. Voilà, c'est plutôt ce genre de personnage,
voilà, vont plutôt à France Culture d'ordinaire, seulement à France Culture, mais lui, non. Il faut dire qu'il est assez jeune, enfin il fait très jeune en tout cas, et très dynamique, etc., absolument anticonformiste, et voilà, il sera très heureux de venir vous expliquer tout ça un de ces mercredis du mois de mai. Ouais, parce qu'en fait, mardi, pardon, du mois de mai. Effectivement, il est conservateur donc du musée, mais il y a aussi les ruines de l'abbaye de Port-Royal. Ouais, enfin, il gère tout ce patrimoine. Il y a le jardin. Enfin, c'est un lieu qui est magnifique. Hein, une fois qu'on y est arrivé, nous on a mis presque 2 heures pour y arriver. Mais effectivement, une fois qu'on est sur place, il y a plein de choses à regarder. On peut aller se promener dans la propriété. Ouais. Et c'était un haut lieu du jansénisme, il faut quand même le préciser. Un haut lieu du jansénisme, ce qui n'est pas, enfin, toujours d'après notre conservateur chéri, si on peut se permettre, monsieur le conservateur, qui n'est pas tout à fait ce qui se colporte dans les chaumières, les chaumines de France, voyez-vous. D'après nos sources, ce serait justement là qu'est né le parlementarisme et le jansénisme. Il s'est, si vous voulez, installé en opposition à l'absolutisme royal et papal. Voilà. Donc oui, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous voyez, c'est pas tout à fait ce qu'on peut penser. C'est pas non plus un lieu révolutionnaire, hein, mais quand même, ils avaient chez eux, enfin Pascal, par contre, entre autres dans les provinciales, prend, si vous voulez, fait et cause parti pour le jansénisme ou pour les jansénistes à travers en défendant un de ses pères fondateurs, quoi, qui s'appelait Janssen, je crois. Il me semble, oui. C'est ça. Voilà, enfin bref, c'est très cultureux tout ça, mais quand même c'est intéressant enfin bon, on va pas vous tartiner pendant des jours là. Je pense que ce conservateur du lieu pourra vous expliquer ça d'une manière assez claire. Il a un don pour la vulgarisation intellectuelle. Ouais. Ouais. Il a une grande culture. Une grande culture, oui. C'est toujours étonnant, ces conservateurs, il n'y en a que 800 en France, voyez-vous, ils se connaissent tous. Et ils ont une espèce ils sont en tout cas dépositaires d'un savoir extraordinaire sur le patrimoine, toutes les choses comme ça, vous voyez, en quelque sorte, sur qu'est-ce que c'est que notre pays Comment il s'est constitué et qu'est-ce qui reste. Si vous voulez, les choses du passé sont souvent, pour le présent, des atouts vraiment importants pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Voilà. Donc il ne faut pas foutre tout à la poubelle, je crois. Dans n'importe quel lieu, qu'il soit comme celui-là ou comme un autre, on peut trouver des raisons d'expliquer en tout cas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc pour ça, à ce titre-là, c'est très intéressant, voyez-vous. Ouais, surtout qu'il nous expliquera, je pense, quand il viendra. Il fait un gros travail en plus avec les enfants qui sont scolarisés dans les environs, notamment sur Trappes. Il les fait peindre, il les fait regarder des tableaux. Il a une approche personnelle qui apparemment dynamise pas mal les collégiens. Voilà, c'est ça. Donc il se contente pas de conserver. Hein. Il fait aussi, il se bagarre sur le terrain avec ses contemporains, les classes populaires particulièrement. Il fait pas forcément venir dans ce lieu les gens des écoles privées religieuses, d'après ce qu'on a compris. Vous voyez, donc voilà, c'est tout ça qu'on a ressenti dans ce lieu, en dehors du fait qu'on n'y allait pas pour ça, véritablement. C'était une surprise pour nous, une bonne surprise. On y allait pour voir cet Expo Rosa Bonheur et sa famille, parce que comme vous pouvez le savoir, si vous écoutez cette émission depuis un certain temps, on sait un petit peu, comment dirais-je, on n'est pas des experts de Rosa Bonheur, mais en tout cas, on s'en fait les héros. Voyez-vous, on essaye de diffuser, de dire ce qu'on pense vraiment de cet artiste et de cette période de l'histoire de l'art où les gens peignaient ce qu'ils voyaient le mieux possible avec des techniques vraiment... D'ailleurs, on voit dans l'état de conservation des œuvres de cette époque que ça n'a pas vraiment bougé.
du point de vue technique, les couleurs sont là, tout est là. Il y a pas de dégradation due au temps, vraiment, parce que ils employaient vraiment les moyens qu'il fallait pour peindre leurs œuvres. Alors tout ça peut sembler aujourd'hui, à l'époque de l'art contemporain, des tas de briques et des tas de briques, oui, je veux dire, ou des télévisions qui grésillent enfouies dans une espèce de mètre-cube de sable ou des choses comme ça. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est pas trop loin de la vérité. Ça peut sembler un peu ringard de parler de ces peintres de la fin du 19e siècle, avant l'art moderne, voyez-vous, les derniers praticiens d'une peinture dite classique. Mais en même temps, ça laisse des témoignages picturaux qui sont, quand on veut les regarder sans œillère, en tout cas quand on n'a pas les yeux brouillés par toutes les blablas d'aujourd'hui sur l'art institutionnel, on devrait dire, même pas contemporain, on devrait dire l'art institutionnel. Bon, voilà, ça fait un peu de bien quand même. Ouais, puis au fait, effectivement, le fait qu'il y ait toutes ces 3 générations d'artistes qui soient rassemblés, c'est important. Alors nous, ce qui est dommage, c'est comme on n'avait pas nos propres véhicules, on n'a pas pu retourner sur Magny, visiter la maison d'Auguste Bonheur, qui apparemment maintenant c'est la mairie, mais je crois qu'ils ont préservé un endroit où on voyait un petit peu quand même des lieux de vie, d'après ce que nous a dit Monica. On a rencontré Monica, qui est qui préparait à être conférencière dans cette exposition. Et justement, Monica nous a dit qu'elle était arrivée à Rosa Bonheur parce qu'elle était à Fontainebleau et on avait lu un poème. Il y avait un poème de Prévert qui s'appelle Presque et qui parle de Rosa Bonheur. Donc c'est un poème qu'on a retrouvé, donc je vais le lire. À Fontainebleau, devant l'hôtel de l'Aigle Noir, il y a un taureau sculpté par Rosa Bonheur. Un peu plus loin tout autour, il y a la forêt. Un peu plus loin encore, joli corps, il y a encore la forêt, et le malheur, et tout à côté le bonheur avec les yeux cernés, le bonheur avec des aiguilles de pin dans le dos, le bonheur qui ne pense à rien, le bonheur comme le taureau, sculpté par Rosa Bonheur, et puis le malheur avec une montre en or, avec un train à prendre, le malheur qui pense à tout. Voilà, ça nous a assez étonné que Prévert ait laissé ce poème dans le bronze, ou je pense que c'est dans le bronze, ou peut-être la pierre, on n'a pas encore vu, à Fontainebleau, un hommage en quelque sorte à Rosa Bonheur, qui est aux antipodes, si vous voulez, politiquement, si on peut parler de politique dans son cas, de quelqu'un comme Prévert. Voilà. Donc ça montre aussi que Prévert avait une certaine vision assez... comment dire, libre, je dis pas libéral, je dis libre, des choses, ou des gens, ou des pensées, ou des actions. Voilà. La terre est basse et je vois le soleil si haut que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau. Mais la moisson va se lever pour nous demain et nous la brasserons à pleine main. La terre est basse et là-haut le soleil si chaud que je voudrais m'endormir au bord d'un ruisseau. Mais le fruit mûr, faisant ployer ses branches un jour, se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, oh mon amour. Plus lourds s'en iront les chalands quand nos mains auront fait les moissons et nous reviendrons à pas lents sous un ciel tout vibrant de chansons. Alors les fiancés apparaîtront main dans la main et nous irons danser dans les greniers pleurant le grain. La terre est basse et je vois le soleil si haut que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau.
mais la moisson va se lever pour nous demain, et nous la brasserons à pleine main. La terre est basse et là-haut le soleil si chaud que je voudrais m'endormir au bord d'un ruisseau. Mais le fruit mûr, faisant ployer ses branches un jour, se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, mon amour. Ce jour-là, le cœur comblé devant tous ces cadeaux du ciel, nous dormirons au creux des blés, dans les bras du soleil. Voilà, c'était Moisson, interprété par Yves Montand. Oui, parce que, bon, on parle d'une famille d'artistes bucoliques. C'était leur vocation les a poussés à représenter le monde animal des campagnes françaises. Les vaches, les bœufs, les moutons, les chèvres, voilà, les chevaux. Alors soit en peinture, soit en sculpture, voilà, mais c'est vraiment dans cette exposition Rosa Bonheur justement, il y a quand même un certain nombre d'exemples de leur travail, de Rosa particulièrement, mais aussi d'Isidore et d'Auguste, voilà, Auguste pour la peinture, Isidore pour la sculpture. Mais je dois dire que bon, évidemment, quand on dit évidemment, on dit rien du tout, mais bon, Rosa a une place prééminente et c'est vraiment la chef de meute du truc, quoi. Voilà, on peut pas dire autrement. Mais quand même Isidore a un travail assez sérieux en sculpture aussi, comme sa sœur. Il fait les mêmes choses que sa sœur. Et puis Auguste comme peintre, comme sa sœur aussi. Mais de mon point de vue, un peu moins fortiche que sa sœur là aussi. Mais enfin bon. Ouais. On a quand même plein d'œuvres dans 2 pièces, une exposition très bien foutue parce que un accrochage superbe avec pas les sculptures mais les peintures et les sculptures disposées d'une manière très très pensée, intelligente pour faire comprendre aux gens le parcours de ces artistes. Donc là, de ce côté-là, on n'est pas du tout déçu par l'accrochage de cette expo qui tient dans 2 pièces, pas très grandes, mais c'est suffisant. Même il y a même quelques peintures, 3 ou 4 peintures d'Eugène Carrière, qui était un grand ami de Raymond Bonheur. De Raymond Bonheur, le fils d'Auguste. Le fils d'Auguste, voilà. Et puis donc des sculptures, voilà, des sculptures, des peintures, des dessins, des gravures, des lithographies. Et on voit la palette de Rosa Bonheur. Avec ses pinceaux. Enfin, une des palettes de Rosa Bonheur, parce qu'il y en avait aussi au château de Bie, etc., etc. Et puis aussi ces petites mirettes et tout ça, ces petits outils de sculpture, là. Un ébauchoir, des petits ébauchoirs en buis, etc. Et puis des râpes, voilà, en métal. Non, c'est bien fichu parce que, comme le disait ce conservateur, il veut que les gens comprennent qu'une peinture, c'est pas quelque chose qui vient miraculeusement comme ça s'accrocher à un mur, mais que c'est fait avec une main, avec des outils, avec des couleurs, et c'est dans ce sens-là, comme l'a rappelé Picot tout à l'heure, qu'il intervient en milieu scolaire, enfin en faisant venir des classes dans son musée pour les faire approcher la peinture vraiment d'une manière intelligente et très 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 pratique, très concrète, justement en les intéressant à faire avec des subterfuges presque, dirais-je, de couleurs, etc., etc. Bref, bon, c'est de l'intervention en milieu scolaire très très bien fichue. Ouais. Alors nous, c'est vrai que là, comme c'est toute la famille Bonheur, on a essayé de voir un petit peu comment s'articulaient toutes ces relations aussi tant picturales que fraternelles, justement, parce que c'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut un peu se plonger dans les écrits, dans la lecture pour
pour voir un petit peu tout ça, quoi. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu picturalement, nous, c'était bien parce qu'il y a des œuvres qu'on n'avait jamais vues. Justement, apparemment, des œuvres qui n'avaient jamais été exposées. Et justement, le conservateur, pour monter cette exposition, s'est appuyé aussi sur les amis de Rosa Bonheur, qui savent un petit peu où sont dispersées les œuvres dans les collections privées. Les amis de Rosa Bonheur, qui est un autre point de vue. Qui t'articule pas, Robert. Les amis de Rosa Bonheur, en fait, cette association qui semble parfaitement réac, mais bon. Ouais, en même temps, voilà, leur but, c'est de préserver la mémoire de Rosa Bonheur. Et bon, nous, on avait déjà parlé de ce château de Bie qui est maintenant fermé au public parce que c'est un petit neveu de la dernière compagne américaine de Rosa Bonheur qui en a hérité. Mais je crois qu'il habite en France, hein, sauf que la mairie de Thomery et les amis de Rosa Bonheur essayent de faire classer ce château au patrimoine monument historique. Donc voilà, le lieu est à vendre, le musée est fermé, ça c'est profondément triste par contre. Oui, c'est parce que vendre, un acheteur s'est mis en vente même à New York, je crois, à Sotheby's ou Christie's, je sais plus. Mais un acheteur, il va pas se mouiller dans un truc qui est en instance d'inscription à ce chose des monuments historiques, là, voyez-vous, parce que c'est les monuments historiques. S'il est inscrit aux monuments historiques, il y a des contraintes après, vous pouvez pas faire ce que vous en voulez, quoi. Vous pouvez pas le transformer en hôtel 5 étoiles, vous pouvez pas casser un mur sans demander une autorisation, etc., ou restaurer, mais il faut demander. Alors les acheteurs privés qui peuvent pas, sur le domaine construire au moins un petit ensemble immobilier qui rapporte quelques dizaines de millions. Ça sera difficile, mais en même temps, comme c'est pas occupé, c'est pas entretenu, ça se dégrade. Voilà. Ouais. Alors moi, je vais lire. Il y a une écrivain qui a écrit un livre sur Rosa Bonheur qui s'appelle Marie Borin. Alors il y avait une biographie de Rosa Bonheur qui avait été faite par sa deuxième compagne Anna Klumke, sauf que c'est paru en 1908 et que c'est complètement épuisé. Donc Marie Borin en 2010 ou 2011 a sorti donc une biographie de Rosa Bonheur et s'est appuyée sur des archives, des correspondances. Donc à la lecture, on a le sentiment que c'est quand même quelque chose qui reste assez fidèle à la vie de Rosa Bonheur. Alors moi, j'avais envie de vous en lire un petit extrait. On en avait déjà lu un où on évoquait où Rosa Bonheur parlait de sa palette. Là, je cherchais un extrait où on voyait un petit peu toute cette vie de famille, ses relations entre frères et sœurs. C'est assez difficile à trouver. Ce qu'on peut voir, c'est quand elle s'adresse à sa petite sœur Juliette, elle l'appelle ma petite Juju, ou quand elle parle à son frère Isidore, c'est Dodor. Donc c'est des termes qui sont plutôt affectueux. Mais j'ai choisi moi un extrait où elle parle du choix de porter le pantalon. Effectivement, elle a porté le pantalon toute sa vie pour être plus à l'aise pour travailler. Voilà, porter le costume masculin fut une nécessité et non une excentricité. J'avais la passion des chevaux. Où peut-on mieux étudier ces animaux que dans les foires, mêlés aux maquignons, ou dans les abattoirs, mêlés aux tueurs de bêtes? Les fermes et les champs furent mon atelier de prédilection et la nature mon unique inspiratrice. Les vêtements féminins étaient une gêne un peu de tous les instants, provoquant insultes et railleries, devenant même dangereux. C'est pourquoi je me suis décidée à porter des habits masculins. Mes pantalons étaient de grands protecteurs. Bien des fois, je me suis félicitée d'avoir osé rompre avec des traditions qui m'auraient condamnée, faute de pouvoir traîner mes jupes partout, à m'abstenir de certains travaux. Sans eux et ma blouse, je n'aurais pas pu travailler en toute sécurité, même dans la forêt de Fontainebleau. Je n'ai jamais voulu dissimuler mon sexe, excepté dans les endroits où il était dangereux de le montrer. Si j'avais trouvé que le costume masculin convenait à mon sexe, j'aurais délaissé complètement les jupes. Mais ce n'est pas le cas. Lors de démarches officielles ou dans les occasions solennelles, je respecte les convenances. Je mets ma robe de soie et mon chapeau à plumes. Si j'avais aimé les bijoux, j'en aurais porté, comme le faisait Nathalie, à qui cela plaisait. En dépit de mes métamorphoses de costume et malgré ma nature franche un peu sauvage et mes allures brusques, mon corps est toujours resté féminin. Il n'y a pas de fille d'Ève qui ait chéri autant les délicatesses des sentiments et apprécié plus finement les beautés de la nature. Le costume que je porte est ma tenue de travail et rien d'autre chose. Les quolibets des imbéciles et des jaloux ne m'ont jamais troublée. Nathalie s'en moquait autant que moi. Cela ne la gênait aucunement de me voir habillée comme un homme. Alors, il faut préciser que Nathalie, c'est Nathalie Mikas, c'est sa première compagne avec qui elle a vécu 40 ans, qu'elle a rencontrée quand elle était encore très jeune.
Est-ce que je fais sa petite bio maintenant, Robert, ou... Pardon ? Je fais une petite bio maintenant de Rosa Bonheur ? Oui, bien sûr, mais tout à fait. Alors, voilà, Rosa Bonheur, je vais essayer de faire rapidement sa biographie. Nous, on l'a déjà raconté plusieurs fois dans cette émission, mais si on a des nouveaux auditeurs. Donc, Rosa Bonheur, elle est née en 1822. Au départ, son prénom de naissance, c'est Rosalie. Donc, elle devient Rosa Bonheur. C'est la fille donc de Raymond, R-A-I-M-O-N-D, de Raymond Bonheur, et de Sophie. Donc, qui eux ont 4 enfants. Donc, comme on l'a dit, il y a Auguste, Juliette, Isidore et Auguste, Juliette, Isidore, Rosa, voilà. Donc, son père est professeur de dessin et c'est un homme qui se veut socialiste et peintre d'histoire. Donc, lui, il est ancré dans le réalisme, dans l'exactitude du dessin. Il est baigné d'humanisme. Et il part vivre donc à un moment chez les Saint-Simoniens. Il laisse sa famille à Bordeaux, parce que la famille vivait dans le Bordelais. Et donc sa mère, la mère de Rosa, elle reste seule avec 4 enfants et elle va s'épuiser au travail, au ravitaillement. C'est-à-dire elle est musicienne, donc la journée elle donne des leçons de musique et la nuit elle coud des jarretières. Donc en fait elle va travailler jusqu'à épuisement. Elle va mourir très jeune. Elle aura 36 ans et Rosa Bonheur, c'est quelque chose qui la marquera toute sa vie. C'est-à-dire que quand son père est effectivement baigné d'humanisme par chez les Saint-Simoniens. Après, quand il va quitter les Saint-Simoniens, il ira chez les Templiers. Donc, plus tard, Rosa Bonheur essaiera de comprendre un peu cette philosophie, mais elle restera éperdument triste et en manque d'amour de sa mère dont elle se souvient de sa voix, de ses chansons. Enfin, c'est quelque chose qui est très très important dans le parcours dans la construction de la vie de Rosa Bonheur, quoi. Donc la famille vit donc à Bordeaux et ses premiers pas, au départ, elle se promène dans les prés, elle va voir les vaches, les moutons, les taureaux. Elle est très très jeune, fascinée par les animaux. Elle aime bien regarder leurs yeux, l'expression de leur regard, qu'elle retranscrira parfaitement sur la toile. Donc quand sa mère meurt, elle n'a que 11 ans, donc elle reste vivre avec son père. Et alors le père disperse la famille parce qu'il n'arrive pas à gérer ses 4 enfants, donc il envoie ses 2 garçons en pension. Sa fille Juliette, il la renvoie à Bordeaux parce qu'entre-temps ils sont montés à Paris, et lui garde Rosa. Rosa à qui il propose au départ des cours de couture, mais elle envoie tout valser, ça l'intéresse absolument pas. Donc il accepte de devenir son professeur. Donc quand elle a 14 ans, il l'emmène au Louvre et elle est tellement contente qu'elle en est presque paralysée de joie quand elle arrive la première fois au Louvre. Elle n'arrive même pas à dessiner, elle tremble. Donc elle va y retourner plusieurs fois et puis elle y passera de plus en plus de temps, quoi. Quand elle aura des petits boulots, en fait, elle ira le midi manger ses casse-croûtées sur la place du Carrousel, quoi. Et on la surnomme même le petit hussard. Ça, c'est les garçons des Beaux-Arts qui l'appellent ainsi, tant elle est sur la défensive. Effectivement, les Beaux-Arts, eux, étaient interdits aux filles à cette époque-là. Et dans la salle de sculpture, elle copie aussi les antiques, les peintres flamands et hollandais, et aussi les animaux. Voilà, c'est un premier gagne-pain. En fait, elle fait des copies et elle les vend pour essayer de remplir un peu la bourse familiale. Donc, au décès de sa mère, elle est donc effondrée, et là, elle se fait la promesse entre guillemets, de relever la femme. C'est-à-dire qu'il sera hors de question de vivre aux dépens d'un homme, de devenir riche. Donc, de vivre aux dépens d'un homme. Elle veut gagner de l'argent, elle veut pouvoir s'assumer et donc rester célibataire, parce que effectivement à cette époque-là, une femme qui se marie est forcée, c'est une femme qui aura des enfants et qui pourra plus se consacrer complètement à sa vocation, quoi. Et son père lui parle même d'Élisabeth Vigée-Lebrun comme modèle, quoi. Il encourage à dépasser Élisabeth Vigée-Lebrun. Et quand elle a 14 ans, je crois, Rosa Bonheur va rencontrer Nathalie Mikas. Elles ont 2 ans d'écart et elles vont devenir amies. Et en fait, elles ne vont plus se quitter jusqu'au décès de Nathalie. À 19 ans, elle présente une œuvre au salon. C'est une œuvre qui est acceptée tout de suite. Et elle va présenter régulièrement des toiles tous les ans jusqu'à être médaillée en 1845. Donc elle est encore toute jeune, elle a 23 ans. Alors elle choisit donc de s'habiller en homme, c'est ce qu'elle expliquait, pour pouvoir travailler, parce que c'est confortable. Donc elle demande effectivement un permis de travestissement qu'elle est obligée de renouveler tous les ans et qu'elle renouvellera jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, au château de By, on pouvait en voir un qui était affiché sur le mur, quoi. Donc à 26 ans, elle a la médaille d'or et elle a une première commande de l'État, c'est le labourage nivernais en 48.
Et alors c'est un tableau, en fait, quand on en parlait ensemble avec le conservateur, lui nous disait qu'on peut le qualifier de saint-simonien, parce que c'est un tableau qui lui permet de célébrer avec son pinceau, en fait, l'art de tracer des sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière. Elle a un deuxième triomphe de tableau, c'est le marché aux chevaux. C'est un tableau qui fascine justement parce que c'est l'œuvre d'une femme et on voit la vigueur des percherons. Somptueux. Somptueux. Ah oui, somptueux. Picturalement, je veux dire. Bon, on aime, on n'aime pas, mais picturalement, c'est somptueux. Ouais, il y a une vigueur là-dedans. Comme le labourage d'Ivernay, mais le labourage d'Ivernay, somptueux, ça va pas très bien avec le labourage. Tandis que là, ces chevaux, de la manière dont elle les a traités, ils sont en mouvement, ils sont, etc., avec tous les palefreniers et tout ça. Là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Et donc, mais par contre, il n'y aura pas d'acquéreur pour cette toile qui sera exposée à Bordeaux, donc dans sa ville natale. Et c'est son futur marchand, Ernest Gambard, qui est à Londres, qui va l'acquérir et ainsi qui va être le marchand d'art de Rosa Bonheur pratiquement toute sa vie, quoi. Donc Rosa et Nathalie Mikas vont s'installer ensemble. Elles vont voyager énormément. Elles vont donc aller en Écosse, en Angleterre, et Ernest Gambard va vendre ses toiles en Amérique. Quand elle a suffisamment d'argent, donc en 1860, elle s'installe au château de Bie, donc à côté de Fontainebleau. Et c'est la Fontainebleau qui va devenir sa première source d'inspiration. Là, elle va héberger un monde animalier incroyable, des félins. Elle aura une lionne qui s'appelle Fatma, qui la suit partout, qui met même ses pattes autour de son cou pour faire des bisous et qui viendra mourir au pied de son escalier, tout près d'elle, quoi. Donc sa ménagerie est immense. Elle a un rat, un couple de singes, un marcassin appelé Kiki. D'ailleurs, il y a des peintures, il y a deux peintures où on peut voir on peut voir Kiki. Elle offre une école mixte à Bie, ce qui est quand même assez révolutionnaire pour mélanger les filles et les garçons. On l'a vu cette école d'ailleurs. Ouais. Et donc Nathalie Mikas, sa première compagne, donc meurt, était de santé fragile, mais finalement avec Rosa Bonheur, elle a vécu quand même une longue amitié, une amitié amoureuse. Enfin, c'est très compliqué. Rosa Bonheur, en fait, a vécu avec deux femmes. Elle apparemment, sans avoir de relations sexuelles, elle est restée, comme elle dit, elle est restée pure. Elle n'a jamais eu d'amant ni de relations sexuelles. Ça, c'est ce qu'elle dit. On peut le croire. Et on peut le croire. Je pense que c'est effectivement, ça semble fort à la lecture de tout ce qui nous tombe un peu sous la main. Ça me paraît. Sauf qu'elle était plus sensible, si vous voulez, à la féminité qu'à la masculinité, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais bon, ça n'allait pas au-delà. Mais cette amitié avec Nathalie Mikas, en fait, quand Nathalie meurt, Rosa Bonheur s'effondre parce que Nathalie, la famille Mikas a beaucoup aidé Rosa Bonheur. Par exemple, quand elle a rencontré Nathalie, après, à la mort de son père, en fait, Rosa Bonheur a quitté donc la maison. Elle est allée vivre avec Nathalie Mikas et après, la famille Mikas donc l'a prise un peu, l'a adoptée comme la propre fille de la maison. Et elle a même été, elle, légataire universelle de la famille Mikas, qui a aidé, par exemple, à payer les dettes que le père de Rosa Bonheur avait laissées. Donc c'est vraiment une histoire profonde. Nathalie a toujours aidé, qui était peintre aussi, a toujours aidé Rosa Bonheur à Bie à faire un peu d'intendance. Lui a vraiment permis de pouvoir vivre, s'exprimer complètement dans son art sans avoir la tête prise par des soucis matériels, quoi. On n'a pas vu de peinture de Nathalie. Non. Non, hein. Ça, ce sera intéressant de savoir si il y en a qui sont visibles encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a jamais vu. Ouais. Non. Et donc à la mort de Nathalie, Rosa Bonheur s'effondre complètement, et c'est quand elle va rencontrer après Anna Klump qui va venir faire son portrait. Elles avaient correspondu, elles avaient des relations épistolaires. Anna Klump lui a proposé de faire son portrait. Elle va finalement arriver à Bie. Et là, elle n'en repartira plus. Rosa Bonheur la séquestrer. Va retrouver une espèce d'énergie créatrice quand même avec Anna Klump. Donc, ça sera Anna Klump qui restera à Bie, qui fera son portrait, qui va écrire ses mémoires et qui sera sa légataire universelle. Et elle a son dernier tableau qui est la Foulaison des chevaux, qui est resté inachevé. Elle projetait toujours de le terminer et en fait, elle meurt avant d'avoir pu le terminer. Et c'est un tableau que nous, on avait pu voir à Bordeaux. C'est pas Anna Klump qui devait le terminer, non ?
Non, bon. Peut-être qu'elles travaillaient ensemble, mais bon, Rosa Bonheur pensait pouvoir le terminer. Quand on lit son journal, elle dit l'année prochaine, ça devrait être fini. Elle avait promis à Nathalie Mikas de le terminer, quoi. Ouais. Quelle aventure. Non, oui, mais Piquet-Cou est complètement investi d'une mission sacrée, perpétuer la mémoire de Rosa Bonheur et de ses copines en particulier. non, je déconne. Mais c'est vrai que c'est une belle... C'est assez étonnant comme parcours artistique déjà et humain aussi. Voilà. Et surtout qu'en France, elle n'était pas vraiment, on peut pas dire... une légende, qu'aux États-Unis, si, parce que, par exemple, la maman d'Anna Klump, quand cette Anna Klump était une petite fille, elle lui a fait cadeau d'une petite poupée Rosa Bonheur avant de... Une petite poupée Rosa Bonheur. Aux États-Unis, elle était très très célèbre, Rosa Bonheur. Voilà, donc c'est tout ça s'est arrangé d'une manière un peu curieuse, quoi. Voilà. Parce que le marché aux chevaux, en fait, a été acheté par des Américains et donc est au muséum. Je crois qu'il est à New York. Et apparemment, toutes les familles américaines à l'époque avaient des reproductions du marché aux chevaux, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une belle histoire en même temps. Moi, je prends ça, je taquine ma camarade. Ça l'énerve parfois un peu. Il sait faire, il sait énerver, piquer là où il faut. Mais enfin, je respecte beaucoup son admiration pour cet artiste et la passion qu'elle met pour défendre la personne et pour défendre l'œuvre, voilà. Ce que fait d'ailleurs aussi, en quelque sorte, ce conservateur du musée et des Beaux-Arts de Port-Royal, quoi, à sa manière aussi, qu'il reconnaît en tout cas des qualités à cet artiste, des qualités humaines et professionnelles, voilà, certaines. C'est bon, on est quand même encore quelques-uns surtout, moi je veux pas m'inclure dans les quelques-uns parce que je suis pas complètement, c'est pas que je suis pas convaincu de l'intérêt de cet artiste mais je reste un petit peu à l'extérieur, je regarde ça d'un peu plus loin que ma camarade qui est complètement investie là-dedans. Voilà, bon, pourquoi pas, hein. Il faut bien des gens qui perpétuent des mémoires qui autrement risqueraient, comme ça tombe au Père-Lachaise. Ah oui. C'est très triste de voir il y a la tombe de Rosa Bonheur, qui est la tombe en fait de la famille Mikas. De la famille Mikas, voilà, et qui est complètement abandonnée, quoi, voilà. Ça, c'est un signe aussi. Si vous voulez, je vais faire un parallèle qui est un petit peu hasardeux, osé et stupide peut-être aussi. La tombe de Jules Vallès, il y a encore des fleurs, parfois artificielles, mais bon, il y a encore des fleurs. On sent il y a des gens qui y portent encore un intérêt. Celle de Rosa Bonheur, qui a été beaucoup plus célèbre au XIXe siècle, évidemment, que Jules Vallès, qui était célèbre que dans les milieux révolutionnaires. Ouais, on peut dire ça comme ça, en quelque sorte. Hein, avec la Commune et tout ça. Lui, il a une mémoire fidèle de gens qui continuent à perpétuer son souvenir en visitant sa tombe et en la nettoyant, tandis que celle de Rosa Bonheur, pas du tout, c'est le néant. Oui, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce qui est compliqué, c'est que Rosa Bonheur a fait un testament à la fin de sa vie où elle a déshérité sa famille, c'est-à-dire qu'elle a tout légué à sa dernière compagne, Anna Klump, parce que quand elle lui avait plus ou moins imposé, parce que c'était presque un chantage affectif qu'elle lui faisait de rester vivre avec elle. Bon, après, elles étaient bien toutes les deux, mais elle a quand même fait en sorte qu'Anna Klump, Anna Klump a quand même quitté son lieu de vie aux États-Unis. Elle a quitté sa famille, ses amis, pour se consacrer au portrait et à la vie avec Rosa Bonheur. Donc c'était une espèce une forme de compensation. En plus, il y avait quand même elle voulait rester aussi, Rosa Bonheur voulait rester fidèle à Nathalie Mikas. Donc elle voulait vraiment que tout ce qu'elle avait construit par elle-même, en fait, ne retourne pas forcément à sa famille. Elle avait peur que les biens soient dilapidés. Donc Anna Klump s'est retrouvée avec un héritage incroyable à gérer, ce qui était très difficile parce que Rosa Bonheur lui laissait le libre choix de voir ce qu'elle pouvait donner ou pas à sa famille. Et
pour moi, c'est là qu'on se dit qu'il y a cette apparence de famille entre frères et sœurs qui fonctionne plus ou moins. Et quand on creuse, ça devait pas être si facile. Je pense que Auguste, le frère Auguste Bonheur, est quand même resté toujours un peu dans l'ombre de sa sœur. Qui a pourtant fait des sacrifices. Voilà. Certains, en s'effaçant de certaines. Elle, c'est un grand sculpteur reconnu. Et pour son fils, pour son frère Isidore. Voilà, c'est ça. Et elle a cessé d'exposer pour que son frère Isidore puisse émerger. Enfin, elle était très généreuse. En fait, elle a fait chauffer un peu la marmite de toute cette famille, même pour son demi-frère Germain, qui est né bien plus, peut-être 25 ans plus tard, et qui était le fils de sa belle-mère qu'elle n'appréciait pas vraiment. Elle l'a aidé financièrement. Donc, elle estime qu'effectivement, elle a aidé toute sa famille tant qu'ils avaient besoin, et qu'après, chacun étant marié et ayant des enfants, elle pouvait se désengager de ça et vivre ce qu'elle avait envie de vivre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on disait aussi avec le conservateur, c'est qu'en fait Rosa Bonheur n'était pas forcément transgressive, mais c'est qu'elle a vécu sa vie comme elle l'a entendue, et ça c'est quand même moi quelque chose que je trouve très fort. C'est-à-dire que elle s'est consacrée, elle voulait se consacrer à son art, et elle a été jusqu'au bout dans ses choix, quoi. Ah, ça absolument, tout était dans cette direction, quoi. Et voilà, toute sa vie, l'art c'était le centre de sa vie, et tout convergeait vers ce centre. C'était un trou de noir, en quelque sorte, vous voyez, qui absorbait tout l'univers autour, quoi. Comme elle a absorbé Anna Klump et tout ça, la pauvre Klump. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Paquet plein de délices. Petit cylindre clair. Parfum d'or et d'épices. Et volutes sorcières, braise dans la nuit blanche, espoir et allégresse, noces et petits dimanches, tiges enchanteresses, sexe bleu, liqueur douce, charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique songe. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Aile de papillon, poudreuse et veloutée, lisse et les grands pardons, riche et civilisée, tour d'ivoire arrogante et triomphe assuré, renaissance troublante, envol prématuré, cigarette marquée, rouge noir fatal, cigarette jetée dans un puits de cristal. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Cigarette chérie, languide et dangereuse, encens vers l'appétit, câline, tubéreuse, cigarette fantôme, tout est déjà fini, cigarette à l'arôme, poison trop exquis, toi plaisir sans rival, amoureux serpent chaud, minaret de santal, rien jamais ne te vaut. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit.
C'était Je fume, interprété par Brigitte Fontaine, parce qu'on peut préciser que Rosa Bonheur fumait le cigare, aimait ça. Et j'ai l'impression que pour moi, Brigitte Fontaine a cette liberté en fait qu'on peut retrouver aussi chez Rosa Bonheur. Ouais, cette liberté d'être. Enfin, on dit elle fumait le cigare, c'était autre chose. Bon, on va pas jeter l'opprobre sur cette sainte femme, quand même. Surtout en présence de Piquet-Cou, parce que ça risquerait de finir mal. Bon, voilà. On va maintenant vous parler un petit peu, on a encore un peu de temps, là, 10 minutes, en gros. On va vous parler, si vous voulez, de ses peintures, hein, chère Rosa. On pourrait aussi parler des peintures de sa famille, voilà. Moi, j'en ai une sous les yeux, là, tout de suite, qui est assez particulière dans l'œuvre de Rosa Bonheur. C'est un bois, une peinture sur bois, une petite pochade, oui, qui fait 25,5 sur 14,6, 16. C'est tout petit. Mais c'est sur bois. Elle a fait très peu de peinture sur bois. Et c'est un paysage esquissé, une pochade à la façon un petit peu aussi de Gustave Moreau. Vous savez, lui, ça s'approchait même de l'abstrait carrément, quoi. Et là, c'est un peu ça aussi. On peut deviner vaguement des vaches, en tout cas 2 vaches. On voit, il y a des femmes, il y a peut-être un homme, je sais pas, oui, dans le fond. Et puis une espèce de vanne aussi, un pot avec ou du pinard ou de l'eau, je sais pas, un sac, il déjeune, je crois, il casse la croûte, voilà, avec un. Mais j'adore, c'est quand même, c'est carrément une peinture, c'est une étude, hein, mais ça pourrait être une peinture impressionniste ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. C'est ça qui est étonnant, c'est chez ces gens-là, c'est qu'ils avaient une liberté. Enfin, ils finissaient par faire une œuvre comme Gustave Moreau, ce cher symboliste de mes deux, qui faisait des multitudes de crayonnés, de calques, etc., etc. Et avant de passer à l'exécution proprement dite de ces peintures gigantesques, il tachait des toiles plus petites, mais tachait vraiment. Voilà. Et si vous voulez, pour un œil habitué à l'art moderne, c'est pas choquant du tout. Mais je suppose qu'à l'époque de Gustave Moreau, peu de gens devaient les connaître, ces pochades-là, parce ils auraient pu, si vous voulez, monter une cabale contre ce pauvre Gustave en disant que c'était un mec qui savait même pas dessiner. Hein. Bon, c'est honteux. Voilà. Il y avait ces petites aquarelles, je ne sais pas si tu les as sous les yeux, là on avait vu 2 petites aquarelles, 3 petites aquarelles. Là. Ça doit être des aquarelles de la forêt de Fontainebleau, à mon avis. Avec les rochers. Là aussi une aquarelliste, si vous voulez, hors pair, quoi. Enfin hors pair, le terme est un peu con, mais bon. Une aquarelliste étonnante, une touche extrêmement légère, parce que vous savez qu'en aquarelle, normalement, c'est moins vrai avec les aquarellistes contemporains, mais à cette époque-là, on revenait pas sur un coup de pinceau, hein. C'était fait. Et là, oui, effectivement, il y a 3-4 aquarelles qu'on a vues là-bas, les fougères, par exemple, voilà, ça provient d'un ensemble de 50 études peintes dans la forêt de Fontainebleau, voyez. Les titres indiquent les différents aspects étudiés par Rosa Bonheur en cours de ses promenades quasi quotidiennes. Ouais, elle partait le matin très tôt avec soit avec Anna, soit avec la mère Klump là, et puis elle partait avec sa boîte, etc., avec sa tenue de campagne là. Et puis elle s'arrêtait, elle faisait une pochade, une aquarelle, mais c'est vraiment extraordinaire là. Ces fougères, là, vous voyez, il y a des rochers, comme il y en a à Fontainebleau, des grès qui émergent d'une espèce de prairie de fougères à tous les stades de son existence. Il y en a qui sont jaunies, fanées, d'autres qui sont toutes jeunes, toutes gaillardes, voilà. Aussi l'automne en forêt, voilà, avec des aquarelles, mais vraiment, je suis sûr, avec des lumières sur les troncs d'arbres ou dans les feuillages, etc. C'est vraiment époustouflant. Ouais. Il y a un tableau qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est quand on rentre justement dans le musée. Le seul tableau qui est au rez-de-chaussée, là, c'est un grand tableau d'Auguste Bonheur, c'est le retour de la foire, où tu disais que c'est comme un plan de film. En fait, tu as même les moutons qui ont leur tête coupée. Ouais, au premier plan, comme s'ils allaient sortir du cadre. Et non, vraiment, c'est
extrêmement moderne comme cadrage, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout usité à cette époque-là où on représentait tout, on coupait pas les sujets comme ça à mi-hauteur, etc., etc. Là, il y a le troupeau de moutons qui s'avance et les premiers, il y en a un, il a la tête coupée, le nez coupé jusqu'à la moitié de la tête, etc. Vous voyez, ils sortent du cadre carrément. Et ça, c'est étonnant. En même temps, évidemment que c'est une immense tartine encore là. Je sais pas comment il faisait d'ailleurs pour peindre ces choses aussi immenses avec une telle minutie aussi, parce que il y a presque pas un poil de mouton qui manque, etc., etc. Vous voyez, c'est avec des seconds plans, des arrière-plans, de la profondeur, des ciels magnifiques, etc. Non, c'est très, ce sont des gens, on peut ricaner quand on est un niais, hein, je n'hésite pas à le dire. Un niais, on peut ricaner en disant voilà, c'est de la peinture de vieux, non bande de rigolos. C'est pas du tout de la peinture de vieux, c'est de la peinture très actuelle, au contraire. Et je pense que il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui reviennent, si vous voulez, comme par exemple Martial Reis, dont Piquécou a cité un commentaire là, voilà, parce que Martial Reis qui a commencé sa carrière comme un si vous voulez, un artiste contemporain qui faisait des choses abstraites, pop, qui a travaillé avec des néons, avec plein de choses, etc. Et puis si vous voulez, il est arrivé à peindre. Voilà, définitivement, il a complètement changé d'optique et maintenant il fait des grandes tartines. Lui aussi se met à la grande tartine de foule de choses extraordinaires. Voilà, donc bon, on ricane pas, hein, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont capables, encore heureusement aujourd'hui, d'avoir du métier que d'aucuns pensent ringard, mais que personnellement, moi-même, toute seule, je pense que c'est très, très courageux de faire ça, surtout quand c'est réussi. Hein. Ouais. Alors, dans cette expo, il y a aussi pas mal de tableaux qui ont été peints dans le Cantal, parce que le papa de Rosa Bonheur, en seconde, a épousé, après la mort de sa femme, donc une femme qui était originaire de Mauriac dans le Cantal. Ouais. Et même si Rosa Bonheur appréciait pas vraiment sa belle-mère, avec son frère Auguste, ils sont allés plusieurs fois dans le Cantal, et elle a découvert les vaches Salers, et elle aimait beaucoup justement ce rouge là, ce rouge brun roux là, un petit peu des vaches. Donc elle a fait beaucoup de peintures. Il y a pas mal de tableaux qui viennent du Cantal, et son tableau qui est célèbre, La Fenaison en Auvergne, justement, est inspiré de ses séjours dans le Cantal. Quoi. Ouais, que des contemporains à elle, les critiques toujours les mêmes, trouver ringard, le truc en Auvergne, là-bas, ça fait un petit peu. Et puis, je sais pas, tu veux parler un petit peu des sculptures, peut-être d'Isidore ou non? Oui, bien sûr. Enfin, la différence entre les sculptures d'Isidore et les sculptures de Rosa, dans les sujets, ce sont les mêmes. Hein. C'est les moutons, les chèvres, les boucs, les vaches, les taureaux, voilà, ou des animaux plus exotiques, hein, comme un ours ou un renard, c'est pas très exotique, mais un loup, par exemple, qui veut bouffer un veau, ou la chasse au bison. Voilà, c'est Isidore Bonheur, oui, qui a fait une chasse au bison, mais quelque chose d'un bronze magnifique. Où on voit un chasseur de bison, mais un chasseur de bison blanc, hein, pas un indien, qui a un pistolet et une carabine et qui abat un bison, il est carrément au-dessus, quoi. Ou alors Isidore aussi qui a sculpté un marbre. Alors là, c'est de la taille carrément dans la pierre, dans le marbre, un marbre gris magnifique. Ah, on l'a vu celui-ci, c'est impressionnant. Un renard qui a l'affût là, qui va se détendre. Mais d'abord la matière est très belle. Moi, je n'avais jamais vu de marbre gris. Voilà, j'ai donc vu un marbre gris. Je me demandais ce que c'était au départ, et puis en m'approchant, en lisant le cartouche, marbre gris, voilà. Et c'est un don du baron Philippe Alphonse de Rothschild, en 1899. Là, il y a si vous voulez, Isidore, il était, on peut pas dire que c'était un nanar en sculpture, pas du tout, mais je trouve que sa sculpture est plus polissée, plus jolie, si on peut dire, voilà, que celle de sa sœur, qui a plus, de mon point de vue, en tout cas, de force, voilà. Mais c'est un grand praticien quand même, hein. On peut pas dire. Surtout, j'aime beaucoup
d'ailleurs, alors c'est marrant parce que Jacques Raymond Brasca, voilà, Bracassa, ouais. Bracassé, là, dont Isidore a squatté l'atelier. Auguste qui a squatté l'atelier. Voilà, il a fait une peinture vache attaquée par des loups. Et Isidore, lui, il a fait une sculpture où un loup essaye de bouffer le veau d'une vache et la vache l'encorne. Voilà. Ça, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime dans les sculptures, en fait, c'est quand il y a une histoire, quoi, voilà. Et il y en a pas beaucoup. Non. Là, c'est une histoire que j'aime beaucoup, les histoires. On peut se faire tout un roman avec cette vache qui encorne le loup. Avec aussi, si vous voulez, il y a aussi des Isidore, taureau et vache à la barrière. Voilà, un taureau qui essaye de passer par-dessus une barrière pour aller faire des mamours à la vache. J'aime bien. C'est une histoire où la laitière, la vache et le veau. Moi, j'ai vu ça quand j'étais là. À la Cassagne, de Pyrénées, vous voyez les veaux et les mères et tout ça, j'aime bien. Mais alors si vous voulez les sculptures sans histoire, ça me passionne un peu moins, voilà. Parce que bon, voir ça peut passionner les fans de l'animalerie, mais moi je suis pas franchement un fan de l'animalerie et je préfère voir des scènes. Voilà, de genre ou tout ce que vous voulez, quoi. Là, il y a aussi d'Isidore Bonheur à une famille de moutons en bronze où il y a la maman, le petit qui tète et puis deux mamans, une couchée avec le petit qui tète et une debout avec le petit qui tète. Moi, je trouve ça voilà. Et je suce mon pouce parce que je trouve ça charmant, voyez-vous. Comme quand Rosa Bonheur fait aussi des scènes de genre, quoi, avec des animaux en peinture. Mais Auguste Bonheur, oui, je l'ai l'image là. Le retour de la foire, paysages animaux. Ouais, vous voyez c'est un très grand format. Hein. Un très très grand format. Mais je vous dis, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose un petit peu de la peinture flamande du 17e plutôt, où on voit ces paysages. Il y a un arrière-plan gris, et tout ça, c'est dans une espèce de brume. Et plus on se rapproche du premier plan, plus ça devient net, comme une mise au point photographique, voyez-vous. Voilà, ça j'aime beaucoup. Le sommet de la chaîne Ciel d'orage de Rosa Bonheur, ça va être dans le Cantal. Voilà, c'est aussi là. C'est aussi une espèce de performance picturale. Voilà. Bon, je pense pas. Ah oui. Il y a la fenaison en Auvergne, une esquisse là. Par contre, voilà. Ou alors c'est à grands traits que Rosa Bonheur a attaché cette étude, cette peinture à l'huile. Enfin, elle est considérée comme une peinture, mais je dirais plutôt que c'était une vente d'atelier rachetée par Anna Klomp et donnée aux musées nationaux. Ouais, parce que comme vous l'expliquez à Piquet-Coup, Alain Klomp, elle a racheté des œuvres de Rosa Bonheur qui avaient été vendues en fond d'atelier. Voilà. Bon, donc aussi, c'est très libre, encore une fois. Ça pourrait être une peinture impressionniste. Et voilà. Et puis il y a les dessins aussi de Rosa Bonheur. Ah oui, il y a une femme là qu'on voit sur justement un de ces tableaux, peut-être sur la fenaison, justement, oui, tout à fait. Auvergne, une femme de 3/4 de dos là. Oui, avec un râteau. Et c'est du crayon rehaussé de blanc, vous voyez. Mais c'est aussi pareil. Un trait de crayon maîtrisé complètement, c'est du très très beau travail, voilà. On va pas tartiner comme ça pendant 8 jours, mais pour vous dire que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, peu importe, c'est une grande praticienne de la peinture et de la sculpture. Voilà. Verso l'hiver,
C'était Les Bœufs par Paul Paysan. Oui, donc on est bien sur Radio Libertaire. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu... Elle m'a piqué mon boulot, et sans Dieu, sans mettre sans pub, et lolo... Ouais, parce que Roro, 1 heure à écouter ce qui se passe, ça roupille, quoi. Ouais. Bah oui, écoutez, vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, et vous écoutez bien à l'écoute de Radio Libertaire, bien à l'écoute, vous écoutez à Racaille, qui se termine là, bientôt sur... Rosa Bonheur et sa petite famille, c'est fini. On va passer maintenant à une expo qui est allée voir ma camarade, toujours sur la Brèche, à la bibliothèque Mitterrand, que je hais. Et il y avait Topor, quoi. Voilà, je suis allée voir Topor et j'ai bien fait d'y aller toute seule, effectivement, parce que les entrées sont toutes fermées à l'exception de l'entrée principale, donc il faut marcher sur cette grande esplanade de parquet. Bon, moi j'ai trouvé ça sympa. En plus, je venais du 5e, je suis venue par les quais de Seine, c'était plutôt une balade plutôt agréable. Mais effectivement, je t'imaginais ronchonner en train de chercher la bonne entrée. Donc l'expo Topor, c'est une expo qui est à l'initiative de Nicolas Topor, hein, c'est le fils de ce dessinateur, pour célébrer les 20 ans de la mort de Roland Topor. Donc la BNF est quand même un lieu qui s'y prête parce que c'est pour accrocher donc sur ces 6 mètres toute cette œuvre imprimée. Il y a un grand nombre de dessins originaux qui proviennent justement de collections privées ainsi que des éditions qui sont conservées dans les fonds de la bibliothèque, quoi. Donc l'exposition nous fait découvrir les différentes facettes de cet artiste. Hein. C'est un artiste qui a dessiné pour l'édition, donc il a contribué à la revue Bizarre avec son personnage. Hein. On l'a tous un peu en mémoire, ce personnage en costume et chapeau melon. Topor a participé à Harakiri pendant 5 années, entre 1961 et 1966. On se rappelle aussi de cette couverture de son coup de poing dans la gueule. Là, donc, l'expo présente plusieurs couvertures d'Harakiri. Donc, il a beaucoup dessiné dans la presse, il a publié dans de nombreuses revues. On peut citer Elle, le Journal du Dimanche, Opus International, Le Canard Enchaîné, Science et Avenir, Le Foupa, Libération, Le Monde, et encore, la liste n'est pas exhaustive. Topor est également un lecteur qui va illustrer des auteurs qu'il apprécie, comme Marcel Aimé ou Félix Fénéon, Emmanuel Bove, Boris Vian. Et c'est également un graveur. Donc c'est un homme vraiment multifacette. Il travaille aussi avec le monde du spectacle. Hein. Il a travaillé pour Fellini. Il a réalisé une petite scénette d'animation pour son film Casanova. Il écrit des scénarios. On se rappelle aussi du film de la planète sauvage, un film d'animation qui est réalisé par René Laloux, un film d'animation et d'anticipation. Et donc pour ce dessin animé, Topor a créé pas mal de dessins. Il participe aussi avec Henri Xoneux à un film qui met en scène des marionnettes animées. Ça c'est pour Marquis. Marquis, c'est un petit film en hommage à Assad. Et c'est aussi avec Henri Xoneux qui va imaginer Téléchat. Téléchat, c'était une émission qui durait 5 minutes, qui était destinée à la jeunesse et qui parodiait le journal télévisé, qui critiquait la télévision, la publicité, en fait toute la course à l'audience, quoi. Il participe aussi à des émissions burlesques comme Merci Bernard et Palace. Et il fait de la création de costumes et de décors pour le théâtre et l'opéra. Il met en scène Ubu-Roi aussi au Palais de Chaillot. Et voilà, et trouvant les surréalistes vieillissants et pontifiants, il va créer un mouvement en réaction à tout ça, un mouvement artistique qui va s'appeler La Panique. Il va le créer avec Arabal et Jodorowsky. Ah oui, de fameux. Alors voilà, on peut voir dans cette exposition, donc sur toute la partie animation, il y a des extraits de films, il y a des interviews télé, il y a son travail graphique, ses couvertures de revues. Et il y a aussi cette image un peu, ce dessin un peu icône de l'affiche d'Amnesty International, donc cet homme avec le menton enfoncé, quoi. Ouais. Et Topor a aussi écrit, hein, en plus de tout ça, il a écrit des romans, comme Le Locataire chimérique qu'a repris Polanski pour un de ses films. Il a écrit La Princesse Angine, il a écrit Les Mémoires d'un vieux con, il a aussi fait un recueil de nouvelles. Enfin voilà, donc c'est quand même un homme qui a beaucoup travaillé, quoi. Oui, il a incroyablement travaillé, sans
sans pour ça la ramener, vraiment, quoi. On se souviendra, ce qui m'énerve particulièrement chez lui, c'était son rire. Ouais, alors justement, son rire est cité à plusieurs reprises, justement, comme faisant partie de ce qui apparemment plaisait et remuait les foules. Enfin, oui, c'est jamais le meilleur qui remue les foules ou qui plaît aux foules, c'est toujours un peu les choses un peu borderline, comme ça. Moi, je vois pas ce qu'il y avait d'enthousiasmant dans son rire. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'était un vrai artiste et non pas le foot dans une case comme on est à cette espèce de spécialité chez nous, une case illustrateur, une case ceci, une case cela. C'est un artiste complet qui gravait, qui dessinait à la plume magnifiquement, qui écrivait, etc. Bon, c'était quelqu'un, qui est mort jeune, évidemment, parce que il a été très excessif aussi, il faut le dire. Ouais. Il fallait voir le bordel que c'était chez lui. Ouais, puis on peut reconnaître, il a un trait quand même caractéristique dans son dessin, qui est aussi. Tout à fait, ouais. Donc oui, ça se dessine souvent à la plume, c'est très noir, et c'est son univers, un univers qui est des fois un petit peu fantastique aussi. Oui, tout à fait, oui, il était pote avec des espèces de fous comme lui, ce qui l'a peut-être un peu accéléré, si vous voulez, la date fatidique où la Camargue tac à votre porte, quoi. Voilà. Ouais. Alors dans la revue de la BNF, il y a son fils justement Nicolas qui est interviewé, qui est lui-même artiste. Alors j'ai pas trouvé ce qu'il faisait Nicolas Topor, mais en tout cas ce qui est sympa, c'est qu'il dit que son père l'a toujours encouragé justement. Il n'y avait pas du tout de concurrence. C'était pas Balthus. Il a laissé faire ce qu'il avait envie. C'est pas Balthus qui menaçait ses fils de leur couper les mains si jamais ils s'avisaient à dessiner. Ouais. Non, mais sérieux en plus. Voilà, Topor, c'était un artiste vraiment pour ceux qui étaient trop jeunes quand il officiait à découvrir absolument. Ça n'a pas vieilli du tout son travail. Ça fait pas vieux con du tout, on doit le dire. Voilà. Ouais, donc ça c'est à la BNF, c'est jusqu'au 16 juillet. En plus la BNF, alors pour ceux qui ont un petit peu d'argent, il y a une librairie qui est quand même assez fabuleuse. Il y a des livres d'art qui sont soldés à des prix vraiment intéressants, plus de 50%. Donc il y avait entre autres des bouquins même sur Suzanne Valadon, sur tous des peintres qu'on aime bien. Il y a des bouquins de gravure, il y a des romans. Et il y a aussi toute l'œuvre romancée de Topor, quoi. Voilà. Bon, on est passé aussi à Maison Rouge pour, on vous en a parlé dans cette émission, Inextricabilia, voilà. Et il y a sur France Culture, c'est Piquet-Cook qui s'y est collé, toute une série d'entretiens avec Antoine de Galbert. Ouais, alors ça justement, je voulais remercier cet auditeur Bernard qui nous a mis un petit commentaire sur le blog, parce qu'il nous a fait part de ces entretiens sur France Culture dans l'émission À Voix Nue. Je l'ai mis en lien sur le blog, on peut les réécouter. C'est très intéressant, il y a cinq petites parties d'une demi-heure qui nous font découvrir Antoine de Galbert, qui est quand même un collectionneur, qui est un homme qui a de l'argent, c'est un héritier, mais qui est arrivé à l'art par lui-même, qui a fait sa collection et qui écoute ses goûts en fait, qui se moque un petit peu des modes et qui peut vrai collectionneur. Un vrai collectionneur, qui revend peu et qui peut aussi bien acheter des œuvres d'art brut qu'il achète à pas grand-chose, que des choses plus onéreuses, mais qui écoute vraiment ses goûts, quoi. C'est ressenti, voilà. Maison à Rouge d'ailleurs, qui va fermer en 2018, parce qu'il a d'autres projets. C'est pas du tout que financièrement c'est une catastrophe. Il veut passer à autre chose. Voilà, il a ouvert en 2004. Il y aura eu 14 ans de Maison Rouge. Bon, la fondation va rester, mais lui va se consacrer, va retourner dans sa région d'origine, dans le Rhône, et va travailler là-bas sur des projets, un projet d'art brut, justement, de musée d'art brut du côté, je crois, en face du facteur Cheval, par là. Bon, et grâce à nos amis Claude et William, on vous rappelle qu'il y a Picasso qui a la Fondation Leclerc à Landerneau jusqu'au 1er novembre. À Rouen aussi, qu'il a Picasso. Il y a 3 expositions à Rouen, c'est tout. Ouais, musée, la céramique, le musée des Beaux-Arts et un autre musée, Il y a Camille Claudel, toujours à Nogent-sur-Seine, ça on en a parlé un petit peu aussi. Pour les amoureux du nucléaire, c'est idéal. Il y a Odilon Redon, ça c'est Claude et William qui nous ont filé l'info. Odilon Redon qui est au musée des Beaux-Arts de Quimper.
Agnès Dubart à Gravelines depuis le 1er juillet jusqu'au mois de novembre. Alors Agnès Dubart, c'est de la gravure. Il y a 2 expos concomitantes. Il y a Agnès Dubart et de la gravure du XVIe siècle. Probablement une des plus grandes graveuses contemporaines. Ouais. À Nice, il y a les sculptures de Chagall au musée Chagall. Des histoires d'ateliers à Ornans jusqu'au 16 octobre. Ah oui, ça va être génial, ça va être passionnant. D'ailleurs, j'ai vu t'as vu sur Culture Box, là, il y a un film qui est consacré aux ateliers aussi. Non, une expo photo. Ah oui. De comment il s'appelle le mec déjà? De Courbet. Ouais, le photographe, je sais plus. Je me rappelle plus de son enfin nom. bon. À la Chaudière, dans le local 86 rue du Poteau de Nathalie et Denis, le 6 juillet, donc c'est après-demain, il y a une soirée sur les femmes. Et à Montaulieu, à la coopérative Cérès Franco, il y a l'exposition de l'été qui s'appelle l'Internationale des Visionnaires. Et donc ce samedi à 15h, il y a une conférence avec le commissaire d'exposition qui s'appelle, je crois, Jean-Hubert Martin. Et là, il y a David Hockney à Beaubourg. Enfin bon, perso, ça me gave. Ouais, mais je voulais faire passer l'info pour éventuellement ceux qui ont envie d'aller voir l'œuvre d'Hockney. Et il y a les portraits de Cézanne à Orsay qu'on va aller visiter pour y consacrer une partie de l'émission mardi prochain. Ouais, alors là, il faut vraiment que ça soit Cézanne et ses portraits, parce que j'avais juré de plus refoutre les pieds dans cette espèce de camp de la mort, là. Qui éjecte les gamins des cités parce que bon, peut-être qu'ils ont des gueules qui ne leur reviennent pas, voilà. Mais bon, j'irai parce que bon, ça, on peut pas passer à côté. Il y a 160 portraits, je crois que ça vaut vraiment le déplacement. Il faut le faire. Bon, voilà. Dans le Culturel de la semaine, Robert, tu as vu un film qui t'a alors ému. Un film que je conseille pas aux âmes sensibles, Tu ne tueras point. Un film de Mel Gibson. Alors, quand on connaît l'intérêt de Mel Gibson pour la tripaille et tout ça, mais c'est une histoire vraie d'un jeune Américain pendant la dernière guerre qui s'engage dans l'armée alors qu'il est adventiste du 7e jour. Et donc c'est des gens, une église qui n'autorise pas ses fidèles à tuer. Voilà. Et donc on voit le parcours de ce jeune Américain qui est vraiment rejeté, évidemment, par ses camarades lorsqu'il fait ses classes, etc., ses officiers, ses sous-officiers. Il est traité comme un moins que rien, jusqu'au jour où, enfin, par divers moyens, il peut faire sa formation d'infirmier de guerre, et il se retrouve à Okinawa. Alors, je vous dis pas Okinawa, c'est la boucherie intégrale, et où il fait son boulot d'infirmier, donc sans fusil. Et là où il, si vous voulez, mais lui, il s'en fout, il soigne aussi bien les Japonais que les Américains. C'est pas son souci. Son souci, c'est que c'est soigner l'humain, soigner les hommes, voilà. Avec sa petite Bible que sa compagne lui a laissée pour l'accompagner pendant la guerre. Alors on voit des atrocités insupportables, pas vraiment regardables, on peut fermer les yeux, mais en tout cas c'est un parcours quand même assez, et une histoire vraie évidemment, mais un parcours quand même où on voit que, mais ça existe aussi, il y a eu des gens comme ça aussi partout en Europe pendant les guerres, des gens qui refusaient de porter les armes contre leurs contemporains, et puis qui préféraient soigner plutôt que tuer. Voilà, c'est dans ça que c'est une leçon quand même assez remarquable. Mais bon, c'est du Mel Gibson, c'est une histoire vraie, et il y a disons un tiers du film qu'il faut avoir vraiment, il faut être vraiment bien dans sa peau pour le regarder. Comme voilà. Bon, voilà, c'est le Tu ne tueras point de Mel Gibson. C'est pas un film tout à fait récent, mais pas tout à fait ancien non plus. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux mènent
d'étau, conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les champs de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.